everyone to the ECHO COVID-19 Global Learning Collaborative. This is Matt Bouchonville. I'm an Bonjour tout endocrinologist. le monde, je suis endocrinologiste à l'Université de Nouveau-Mexique. Bienvenue et l'un des assistants directeurs pour le système ECHO. Je suis tellement heureux de souhaiter la bienvenue au Dr Swaminathan, qui est le directeur scientifique de l'OMS et qui va faire une collaboration pour savoir avec des leaders, des experts à travers le monde, pour savoir ce qu'on a appris sur COVID-19. J'aimerais rappeler que nous avons l'interprétation en français et en espagnol en simultané. Vous pouvez suivre la conversation à travers un interprète si vous le souhaitez. En outre, pour les questions, le volet questions-réponses, vous pouvez soumettre vos questions en français ou en espagnol et l'interprète va soumettre votre question en anglais. Pour ceux qui sont nouveaux avec ce format, regardez en bas de l'écran Zoom et cliquez sur l'icône interprétation. C'est un icône globe. Lorsque vous cliquez sur l'interprétation, vous aurez l'interprétation soit en espagnol, soit en français. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous n'allez entendre que l'interprète, si vous voulez, ou vous pouvez continuer à entendre l'anglais en filigrane, au fond, si vous le souhaitez. Nous avons eu plus de 1000 inscrits pour la session. Merci d'avoir pris le temps de participer avec nous. L'objectif est que ce webinaire soit le plus interactif possible. Donc, nous accueillons, nous souhaitons que vous envoyez des questions, envoyez dans la boîte questions-réponses en bas de l'écran. Et je vais aider et gérer vos questions en direct en collaboration avec Dr Aurora Sanjeev. Je m'appelle Sanjeev Arora, je suis gastro-entérologue, je suis directeur de l'Institut ECHO. On a commencé cette série globale pour deux objectifs principaux. Un, de disséminer des connaissances basées sur les sciences à travers le monde. Et bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous. Merci au docteur Swaminathan d'accepter le défi pour coordonner cette activité. Et le deuxième objectif, on le sait, c'est la pandémie globale. La plupart des ripostes sont des ripostes nationales. L'objectif de cette série globale est d'échanger des idées entre experts de différentes parties du monde et que vous tous, vous entendiez cet échange pour voir comment ils peuvent partager leurs opinions, leurs succès et leurs difficultés entre les uns avec les autres. Donc, merci d'être là avec nous. Merci Sanjeev. Donc, nous allons continuer avec les introductions, les présentations. Je veux regarder le chat pendant qu'on fait les introductions, les présentations. Vous allez voir toutes les biographies dans le chat. Vous allez commencer avec le modérateur, le Dr Swaminathan. Merci. Bienvenue à tout le monde qui vous regarde. Je m'appelle Soumya Swaminathan. Je suis pédiatre indienne et j'ai passé toute ma vie à travailler sur la tuberculose et la recherche VIH. Je suis rentrée à l'OMS en 2017. Je suis le scientifique en chef. Ça a été créé dernièrement en mars 2019 avec la nouvelle division scientifique et je gère ce département. Merci, Dr Swaminathan. Et pour les panélistes aujourd'hui, nous allons commencer. Dr Butler. Bonjour tout le monde, je suis Jay Butler. Je suis directeur adjoint pour les maladies infectieuses du CDC en Atlanta. Je suis responsable spécialisé maladies infectieuses et j'ai travaillé au niveau de l'État également et avec les organisations tribales. Merci, Dr Butler et Dr Koopmans. Bonjour. Je suis Marion Koopmans, je suis directeur du secteur collaborateur de l'OMS pour les maladies infectieuses émergentes à Erasmus. Je suis vétérinaire, mais j'ai fait de la recherche
santé publique, parfois au CDC, parfois en Inde et maintenant comme directrice du centre de collaboration de OMS et je suis également très impliquée dans les études One Health. Merci. Et Dr. Suarez Weiser. Bonjour tout le monde. Bon matin, bon après-midi, bonsoir. Je m'appelle Carla Suarez Weiser. Je suis une psychiatre de Brésil à l'origine, mais je travaille. J'ai une petite maîtrise en épidémiologie et je suis heureux d'être ici. Je travaille pour le groupe Cochrane. Merci. Et docteur von Goldberg. Bonjour tout le monde. Je suis Anne von Goldberg. Je travaille à Johannesburg, en Afrique du Sud, au Institut pour les maladies infectieuses. Je suis microbiologiste clinique et je fais le diagnostic pour SARS-CoV-2 et je suis impliquée dans la riposte nationale à la pandémie. Donc, merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui pour partager votre expertise. Avant de commencer, nous avons des points d'ordre. Je vais vous demander à ce qu'on présente la diapositive. La session d'aujourd'hui sera enregistrée et les diapositives peuvent être accédées sur la page web. Attendez 48 heures avant de voir l'affichage de ces présentations sur notre page web. Vous allez voir un lien dans le chat avec ces informations. Sachez que toutes les participations dans cette session seront en mode écoute uniquement. Nous avons reçu beaucoup de questions, plus de 100 au moment de l'inscription et on anticipe que nous aurons des questions directes également. On a commencé à en recevoir déjà. Donc, nous ne pourrons pas y répondre à toutes, mais nous allons faire de notre mieux. Si vous voulez soumettre une question pour la session d'aujourd'hui, je l'ai mentionné auparavant, mais en bas de l'écran, vous allez voir une boîte chat et une boîte questions-réponses. Vous devez mettre votre question dans la boîte questions-réponses après les soumettre. Ça va disparaître. C'est parce que nous les transférons dans une question en direct pour orienter les questions. Vous allez voir dans la boîte chat, il y a des ressources, des liens vers des ressources par notre bibliothécaire numérique et staff ECHO qui vont mettre les liens pour des ressources. Et veuillez ne pas répondre aux questions dans la boîte Q&A. Et s'il vous plaît, à la fin de la session d'aujourd'hui, regardez la boîte chat parce que vous allez voir un lien ou un sondage que vous pouvez compléter pour obtenir le CME et CMU. Et cela va vous permettre de donner l'opportunité de donner les retours d'information aujourd'hui. On apprécie votre retour d'information également. On va lancer la session d'aujourd'hui avec une mise à jour de haut niveau avec le Dr Swaminathan et nous aurons quelques minutes pour les questions avant de commencer avec la présentation des panélistes. Encore une fois, pendant que les panélistes présentent leur mise à jour au sujet de la transmission COVID-19, envoyez vos questions dans la boîte questions-réponses parce qu'on aura du temps interactif pour gérer autant de questions que possible. Sans plus tarder, Dr Swaminathan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Matt. Ce que j'aimerais faire, c'est de faire une mise à jour rapide. On ne peut pas faire tous les thèmes, mais avant de le faire, j'aimerais dédier cette session et malheureusement dédier cette session à un collègue, Dr Ganapathy, qui a décédé du COVID. Donc, on a tous été touchés, on a perdu des gens qu'on connaît, des amis, des membres de la famille. Parfois, lorsque vous regardez les statistiques, ce ne sont que des statistiques. Et lorsque ça passe aux millions, chaque mort vous revient quand c'est quelque chose que vous avez connu, quelqu'un que vous avez connu. Donc, prochaine diapositive, je n'ai rien à
divulguer. Ensuite, les objectifs, c'est de discuter ce qu'on sait sur COVID-19. Donc, c'est ça, on va on va passer à la situation épidémiologique et on va vous montrer les ressources et l'orientation OMS que nous avons et quoi faire pour arrêter la transmission de COVID-19. Les panélistes vont passer en détail sur ce thème. Et pour terminer, on va parler de comment prévenir les transmissions et les diagnostics. Maintenant, voici une présentation globale de la situation. Vous voyez les cas par million. Si vous regardez dans les statistiques absolues, vous allez voir que les États-Unis, le Brésil et l'Inde, après la Russie et le Pérou, mais c'est par million. Et plus la couleur est foncée, il y a plus de gens sont affectés. Prochaine diapositive. Dans la précédente, c'est la même chose, mais un peu différemment. Nous avons 6 régions OMS et toutes ces questions, toutes ces couleurs montrent les tendances. Vous voyez le changement de l'épidémiologie dans ces régions. Nous avons eu, pendant les 24 heures, nous avons près de 300 000 nouveaux cas et 6 000 nouveaux décès. Il y a eu un plateau à environ 500 nouveaux décès et ça a recommencé à augmenter. On est près de 30 millions de cas cumulativement et près d'1 million de morts. Je dois mettre l'accent ce sont des cas connus et des morts connues, déclarées, mais la majorité des gens, les cas connus sont sous-estimés par 5, 10, même 4 fois, même parfois 40 fois en fonction de l'état de la disponibilité des tests. Donc, en fait, le taux de mortalité est bien plus supérieur et les morts ne sont pas déclarés et rapportés correctement dans beaucoup de pays. Donc, 1 million de morts, de décès, c'est ce qu'on sait. Et l'OMS a des définitions. Comment estimer les morts confirmées et suspectées. Donc, en jaune, vous allez voir, ça c'est pour les Amériques. Pendant les derniers mois, c'est la zone avec le nombre de cas en plus grande augmentation. Ensuite, l'Inde, l'Asie contribue beaucoup à cette augmentation, l'Inde particulièrement, et vous avez la région européenne a eu un grand pic en mars et en avril, c'est tombé en juin, juillet, et maintenant le nombre de cas augmente à nouveau. La région de Méditerranée de l'Est, en vert, est stable. Et il y a seulement quelques pays dans cette région qui contribuent au maximum de cas, et vous avez la région Pacifique de l'Ouest, avec la Chine, ensuite des groupes d'épidémies limitées dans différentes régions, mais vous allez voir que c'est la plus petite contribution. Donc, il y a une stabilisation. Les décès ont baissé en termes de taux de mortalité, mais également avec les nouveaux décès rapportés tous les jours. Donc, on va parler des symptômes. On sait que la plupart des gens ont des symptômes légers ou modérés et 10 à 15% des cas vont progresser vers une maladie grave et environ 5% vont devenir malades, très gravement malades. Vous pouvez voir que le temps pour la reconvalescence va de 2 semaines jusqu'à 6 semaines pour ceux qui ont la maladie très grave. On le sait que ces symptômes peuvent perdurer pendant des semaines et des mois. Et il y a des gens qui avaient une maladie maintenant, qui sont très légères, qui continuent à avoir des symptômes pendant longtemps. Donc, certains peuvent avoir il y avait des complications. Il y a des AVS, des problèmes neurologiques, des problèmes de santé mentale qui peuvent devenir chroniques et devenir des véritables handicaps à long terme. Ensuite, il y a un sondage qui a été effectué aux États-Unis pour montrer que lorsque les gens
ont été, on a demandé d'appeler les gens 14 à 21 jours après l'apparition des symptômes. 50% continuent à avoir des symptômes. Vous voyez la liste ici des symptômes. Prochaine diapositive. Il y a des effets sur la santé à long terme et il y a d'autres d'autres études ont été faites sur des maladies. Et par exemple, sur SARS-1 et sur 24 mois, on a montré qu'il y avait une capacité réduite pour faire les exercices, surtout pour les travailleurs de la santé. Une autre étude a montré que 40% des gens qui avaient encore une fatigue, des symptômes de fatigue chronique pour SARS-1, 3,5 années après le diagnostic. Prochaine diapositive, vous voyez que le virus, maintenant on sait qu'il s'agit d'une maladie systémique. Ce n'est pas un virus seulement limité aux voies respiratoires. Nous savons que beaucoup d'organes et de systèmes peuvent être affectés, le cœur, les poumons, le cerveau et le système nerveux. Il y a des conséquences thromboemboliques, des handicaps cognitifs, il y a des problèmes de santé mentale et la fatigue chronique avec des douleurs dans les jointures et les muscles et la fatigue. Donc, il y a des risques de thromboembolisme qui comprend les comorbidités, l'obésité, l'admission aux soins intensifs, etc. Et on apprend beaucoup sur la pathophysiologie de cette maladie et on apprend à la gérer davantage qu'au début de la pandémie. Prochaine diapositive. Je veux passer pour vous dire que pour parler des ressources de l'OMS, on en a parlé dans le panel, comment les directives basées sur les preuves sont générées. On publie nos directives dès janvier, au début janvier, lorsqu'on a appris l'apparition de ce nouveau virus avec les standard procedures, les procédures standards. On a publié beaucoup de documents, mais on a un processus systématique et on a mis en place un mécanisme pour des situations d'urgence quand vous devez intervenir rapidement, mais s'assurer que c'est basé sur les preuves et de qualité. Donc, on a un personnel administratif et un groupe d'études, y compris la collaboration avec Cochrane pour faire ces mises à jour basées sur les preuves et les revues. Et maintenant, il y a des documents qui sont téléchargés. Nos documents sont téléchargés 4 à 9 millions par mois. C'est bien supérieur à ce que c'était avant la pandémie. Prochaine diapositive pour vous montrer les ressources que nous avons. Et ça vous donne les liens à la page où vous pouvez trouver toutes nos ressources COVID-19. Et j'aimerais dire quelques mots au sujet de la transmission. Donc, on va à la prochaine diapositive. C'est la haute priorité pour l'OMS dès le départ. C'était une priorité de recherche dès le départ et c'est quelque chose qu'on a essayé de garder le pas en termes de preuves scientifiques. On a eu le brief qui a été publié en avril et soumis en juillet et on travaille pour le mettre à jour avec les études qui sont faites entre juillet et maintenant. À droite, vous voyez une photo d'un document qui vient d'être téléchargé au début de la semaine avec une orientation sur les mesures de santé publique dans le contexte de COVID-19. Ça a été fait avec UNICEF et l'UNESCO en soulignant l'importance pour penser aux enfants de manière plus compréhensive, quels sont les risques d'infection. On sait que les enfants ont une maladie moins grave, mais quelle est l'étendue de l'infection chez les enfants, faire la différence entre les enfants plus jeunes d'école primaire et les jeunes et la transmission. On comprend davantage que la plupart des études, mais on attend davantage d'études maintenant que les études sont ouvertes dans beaucoup de pays. Et ce document couvre ces découvertes les plus récentes, ces résultats.
Ensuite, prochaine diapositive, c'est comment on voit la transmission de COVID-19. Donc, comment est-ce que la transmission se déroule et quand pendant les infections et où, dans quel cadre il y a plus d'intensité, l'infection est plus intense, plus d'exposition. Quand on parle comment, ce qu'on sait, quelles sont les preuves, la transmission en général vient des personnes symptomatiques par des gouttelettes avec en proche proximité et exposition à des gouttelettes en parlant, même en riant, en criant. On sait que cela peut être transmis par les fomites dans l'environnement immédiat et nous sommes conscients qu'il y a des études qui ont montré que le virus peut être isolé des échantillons d'air. La plupart de ces études ont été effectuées dans les hôpitaux où il y a beaucoup de personnes infectées. Cela prouve que le virus existe dans les aérosols, dans l'air et dans les environnements hospitaliers. C'est un risque et c'est pour ça que les travailleurs de la santé doivent avoir une bonne protection d'équipements individuels. En dehors de ce contexte, il n'y a pas encore de très bonnes études qui montrent l'importance et la portée de l'infection par aérosol. Il y a certaines études épidémiologiques d'environnements confinés dans des pubs, dans des restaurants et même dans les bureaux où quand personne passe beaucoup de temps ensemble avec très peu d'aération. Cela peut également se trouver, c'est une possibilité également. On doit avoir déterminer encore, mais ce qu'on peut dire maintenant, la plupart de la transmission, c'est à travers les gouttelettes de personnes infectées. Quand est-ce que cela a lieu? On le sait maintenant que les gens qui ont le virus, ils peuvent se faire, donc la transmission se fait principalement par des personnes présentant des symptômes, par l'intermédiaire de gouttelettes et par contact avec des fomites dans l'environnement immédiat de la personne infectée. Maintenant, les connaissances montrent que la plupart des gens qui transmettent sont dans la phase présymptomatique ou phase symptomatique précoce entre les contacts près et la transmission peut être amplifiée dans des environnements confinés intramuros. Ensuite, que pouvons-nous faire? Comment prévenir la transmission de COVID-19? Tout le monde connaît les mesures, une série de mesures que les gouvernements et les ministères et les administrations locales, c'est d'identifier les cas, les tester, prendre en charge les cas suspects le plus rapidement possible, identifier, mettre en quarantaine et suivre les contacts des cas confirmés pendant 14 jours parce que c'est la période d'incubation. D'autres mesures que les personnes individuelles doivent prendre, porter des masques en tissu lorsqu'une distance physique de moins d'un mètre n'est pas possible. Les travailleurs de la santé doivent se conformer strictement aux mesures de CIP, par exemple l'utilisation continue de masques médicaux dans les zones de soins cliniques, l'hygiène des mains, éviter les endroits bondés, les lieux de contact étroits, assurer une bonne ventilation et prévenir les événements d'amplification. Et voici les mesures en version visuelle, comment les gens peuvent se protéger eux-mêmes et les autres. Prochain point, c'est sur les options de diagnostic. Vous le savez tous, le standard d'or est le test d'amplification des acides nucléiques RT-PCR qui diagnostique une infection active plus sensible que la culture virale parce qu'il cherche le RNA de virus n'égale pas l'infectivité. Ce n'est pas la même chose que l'infectivité. On peut détecter dans différents échantillons pendant une longue période de temps. Le virus peut être détecté pendant des semaines. Ça ne suffit pas que cette personne est infectieuse. Et il faut ne pas l'oublier. Il y a accès limité au niveau mondial, en particulier en dehors des grandes villes, 2 laboratoires dans le continent africain qui peuvent faire ce test auparavant. Maintenant, tous les pays en Afrique peuvent le faire, au moins un laboratoire. Encore une fois, la majorité des pays ont une capacité limitée. Même dans les pays riches, on voit que lorsque l'épidémie se développe, il manque de capacité pour
faire ces tests. Et détection d'antigènes est une autre manière de diagnostiquer les infections actives. Le format de flux latéral simple à utiliser, relativement rapide et peu coûteux. Les gens peuvent le faire même eux-mêmes, détecter la plupart des individus infectieux. La sensibilité, la spécificité inférieure au PCR, c'est très rapide. Vous avez des résultats sur le champ. Dans beaucoup de pays, on ne voit pas les problèmes. Avec le problème PCR doit être un test dans un autre contexte et la personne doit attendre pour les résultats. Alors que les résultats devraient revenir dans 24 heures. On le sait que des fois, ça tarde plusieurs jours et d'ici là, c'est un peu tard pour commencer à faire le retraçage de contact. Donc, il y a des avantages d'avoir un test rapide pour qu'on s'occupe de la personne cliniquement. Mais faire le traçage de contact. Et ensuite, on a la détection d'anticorps qui peut être faite par le résultat ELISA normal et avec un diagnostic pour les anticorps. Les anticorps commencent à être produits en deuxième semaine et le pic est entre deuxième et troisième semaine. Sensibilité fiable uniquement après la deuxième ou troisième semaine de maladie, utile dans les études épidémiologiques, pas pour la prise en charge des patients en phase aiguë. Ensuite, il vous montre qui peut être détecté avec un RDT âgé. Les antigènes RDT sont pendant la période où la personne est plus infectieuse, c'est là qu'on le détecte quelques semaines avant l'apparition des symptômes. La coupure PCR est supérieure, ça reste positif pendant plus longtemps. Et prochaine diapositive, on parle des procédures qui s'appellent c'est le protocole pour l'expression d'intérêt pour RT-PCR pour les antigènes et les anticorps. Il y a 4 tests d'antigènes qui sont en évaluation et dans quelques semaines, on devrait avoir des résultats. Donc, ça donne de la confiance et les pays permettront d'acheter ce que l'OMS a éprouvé comme en urgence. C'est un programme de qualification qui prend normalement plus longtemps. Donc, la décision sera dans 2 à 4 semaines. J'aimerais terminer en disant que nous allons parler de ce que nous savons sur la transmission. Il y a encore des questions sans réponse et on a besoin de recherche interdisciplinaire. On a besoin de bio-ingénieurs, des virologistes et des épidémiologistes et bien d'autres spécialistes pour mieux comprendre le comment, le pourquoi, le où de la transmission. C'est très important quand on va à la deuxième phase de la pandémie, que les gouvernements et les citoyens ont des responsabilités. Il faut suivre les mesures de santé. On sait qu'elles marchent pendant qu'on attend les vaccins et d'autres innovations, nos diagnostics. On va continuer à améliorer nos recommandations. On travaille avec des groupes de conseillers et des experts à travers le monde pour mettre à jour notre base de connaissances et on facilite à promouvoir et coordonner la recherche dans beaucoup de domaines, y compris l'épidémiologie, la transmission, mais également les thérapies, les vaccins, la recherche. Donc, je vais m'arrêter là et il est temps de de continuer, à moins de prendre quelques questions ou de demander des explications, Matt, à ce. Merci, Swaminathan, pour cette présentation. Pour résumer l'épreuve, on reçoit déjà d'excellentes questions. Pour arriver à toutes les présentations des panélistes, on va le faire après la présentation, mais avant de commencer, j'aimerais annoncer que George Gao est présent. Je vais demander à Dr. Gao de se présenter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonsoir. Ici en Chine, je suis George Gao. Je suis directeur général du centre du CDC chinois. Je suis Je travaille sur un vaccin en urgence pour le coronavirus. Merci, Dr. Gao.
Et Dr. Swaminathan, si vous voulez nous présenter dans la présentation. Merci, Dr. Gao, et merci à tous les panélistes pour donner leur temps d'aujourd'hui. J'aimerais inviter Dr. Butler du CDC pour faire sa présentation. Ce qu'on aimerait faire, c'est que chaque panéliste parle certains points clés et on aura assez de temps pour la discussion après. Donc, à vous, Jay. Merci, Dr. Swaminathan. Je suis très, très heureux d'être parmi vous pour parler du mode de transmission du SARS-CoV-2 est crucial pour la prévention pendant cette période, quand les vaccins ne sont pas disponibles pour le grand public. Je n'ai aucune divulgation et l'objectif d'apprentissage, c'est que nous allons reprendre sur ce que Dr. Swaminathan a parlé, sur la transmission de COVID-19. Donc, j'aimerais parler maintenant pour mes commentaires et pour la question-réponse après. C'est comprendre les difficultés pour comprendre la transmission, il est difficile de comprendre la transmission de SARS-CoV-2. On ne savait pas que c'est un virus qui existait auparavant. Peut-être que ce virus n'a jamais existé un an auparavant. Les informations que nous avons collectées, ce que nous avons appris au cours des 9 à 10 mois passés est vraiment impressionnante. Mais commençons avec les choses les plus moins agréables. On a appris de l'épidémiologie de SARS-CoV-2 et pour les recommandations, les personnes qui sont asymptomatiques peuvent transmettre le virus dans des sécrétions. Il y a des preuves épidémiologiques solides qu'il y a une transmission avec des gens qui n'ont pas encore de symptômes, 2 ou 3 jours avant l'apparition des symptômes, et de ceux qui sont infectés mais qui n'ont aucun symptôme. La transmission du virus pour les personnes infectées est autour de l'apparition des symptômes et juste après. Donc, c'est très différent de ce qu'on observe avec les virus, le cousin le plus proche, le SARS-1, qui est la personne est bien plus infectieuse au pic de l'infection. Donc, la détection l'ARN viral, la détection d'ARN viral est dans tous les liquides corporels et les échantillons environnementaux et c'est très sensible pour le RT-PCR. Donc, ça ne signifie pas, cela ne nous dit pas tout sur les infections. Le PCR ne fait pas la distinction entre l'ARN qui peuvent causer l'infection et les virions anciens. Et les personnes infectées par une personne infectée est variable. C'est ce qu'on a appelé, ça crée le terme des événements de superpropagation. C'est une personne infectée infecte un grand nombre d'autres personnes. Un exemple avec les événements de supertransmission au début de l'épidémie des États-Unis. Il y a un groupe d'infection autour d'une personne dans l'Oregon. Une personne a infecté 60 autres personnes. 32 ont développé la maladie grave et 20 d'autres ont eu le symptôme donc 87% de taux d'attaque. Donc, 2 sont morts. Et après, une activité, à chaque fois qu'il y a une activité qui génère des aérosols, ça suggère qu'il y a une transmission aérosol. Donc, pendant une période, les personnes étaient ensemble pendant 2 heures de temps. Donc, cela donne une preuve qu'il y a une propagation aérienne par des aérosols. Cela ne prouve pas un mode spécifique de transmission, cependant. Donc, pour résumer, la perspective actuelle de la transmission pour SARS-CoV-2, dans l'épidémiologie actuelle de SARS, on pense que cela se propage plus efficacement
retentissement que l'influenza, mais pas aussi bien que la rougeole. Le nombre moyen des personnes infectées par une personne infectée de l'influenza en général est estimé à autour de 1,3 personnes, alors que pour COVID-2 est entre 2 et 3,5. Ça se propage personne à personne à travers des gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée qui tousse, éternue ou parle, et ces projectiles sont comme des projectiles balistiques, des gouttelettes qui peuvent tomber dans les yeux, le nez, la bouche ou des personnes à proximité. La transmission par aérosol est plausible, mais il y a d'autres manières également, par les fomites, toucher une personne ou une surface sur laquelle est le virus, et ensuite toucher la bouche, le nez et peut-être les yeux. Une preuve suggérée dans un rapport d'ophtalmologie de Chine qui a vu que les personnes qui portent des verres, des lunettes, ont moins de risques et spéculent que les personnes portent des lunettes vont moins toucher leurs yeux que les autres. Prochaine diapositive. Pour une deuxième fois, je ne vais pas parler de cette diapositive en détail, mais quand on parle de la transmission par aérosol, surtout la classification de transmission aérosol, c'était un paradigme créé pour la classification et on parle des agents. Il y a une transmission par la voie aérosol et d'autres ont d'autres voies de transmission et d'autres sont opportunistes, mais parfois le virus peut être transmis par aérosol et se propager sur des plus grandes distances. Par exemple, l'épidémie SARS à Hong Kong et le complexe d'appartements à Moy Gardens en 2003. Prochaine diapositive. Donc, pour résumer, le risque de transmission de la maladie personne par personne est généré par un nombre de facteurs environnementaux, comportementaux et biologiques. L'exposition est supérieure pour un plus grand nombre de personnes infectées. Lorsqu'une proximité à une personne susceptible à une personne infectée et la durée cumulative de l'exposition pendant la période d'infection et un manque de mesures de protection et finalement des facteurs environnementaux. Prochaine dernière diapositive. Comme Dr. Swaminathan l'a dit, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. En santé publique, on essaie de développer des directives basées sur les preuves et quelle est la proportion des infections SARS-CoV-2 acquises par les différentes voies et par les personnes asymptomatiques. Quelles sont les conditions qui facilitent les événements de superpropagation? Quelle est la dose infectieuse de SARS-CoV-2? Est-ce que le degré de la maladie est influencé par la dimension de l'inoculum, la voie de l'inoculation et le site de l'inoculation et quel rôle on peut jouer pour la prévention? Donc, je suis heureux de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Butler, pour cette présentation très claire. Je vais passer au Dr. Gao pour sa présentation globale. Hi everyone, can you Bonjour hear tout le me? monde. Vous m'entendez? Oui, George, on vous entend. Okay, great. Yeah, it's great to be Je here. suis heureux d'être ici Je suis heureux d'être ici avec tout le monde. Merci de m'avoir rappelé d'être ici. On m'a dit que je devrais parler de 3 questions. Le mode de transmission, deuxièmement, la dose infectieuse pour la transmission, et troisièmement, transmission animaux humains. Je vais parler des modes de transmission.
d'après ce qu'on comprend aux phases précoces. En Chine, l'épidémie a commencé à la fin de décembre et au début janvier. Les patients, en décembre, on est parti rétrospectivement. Les premiers groupes de cas ont été identifiés en début janvier. On a une pneumonie avec une étiologie inconnue. Dès le départ, c'est peut-être une transmission des animaux. Donc, il y a un lien avec un marché vivant. Il y avait beaucoup d'animaux vivants dans un marché. Est-ce que c'est un autre cas de SARS? Ensuite, ça a confirmé que peut-être le virus était là depuis un bout de temps. On a besoin de davantage d'années, de données. Et on a réalisé ça ne signifie pas forcément aérosol. Les droplets, les gouttelettes ne veulent pas forcément dire aérosol. C'est différent de l'aérosol, mais c'est dans l'air. Et le contact direct. Des médecins célèbres ont pensé qu'il avait attrapé le virus dans les yeux. Ils pensaient, tous les médecins et les travailleurs de la santé, ils devaient tous porter des verres. En mars ou en février, on voit beaucoup de virus dans les selles. C'est un virus qu'on trouve dans le système digestif. On ne sait toujours pas si le virus sera transmis à travers les gouttelettes dans votre système respiratoire. Peut-être qu'ils vont au système digestif. Vous prenez, peut-être, vous avez, on ne sait pas encore comment le virus passe aux selles par l'estomac. Donc, c'est une question, il n'y a pas de preuve. Le virus passerait par l'estomac pH 2. On a 5 vagues en Chine. C'est mon opinion. Je suis que scientifique. C'est mon opinion. Pourquoi? 5 vagues. Et en raison de cela, on a pensé peut-être que c'est possible une transmission par l'emballage alimentaire. Voici la première vague à Wuhan. Et vous voyez, on a beaucoup de petites vagues ici. Quand vous voyez les vagues, ça signifie vous avez un pic et une vallée. Ça, c'est un pic, une vallée, pic, vallée, pic, vallée. Un petit pic, vallée. Encore une fois, un pic. Si vous élargissez cette partie en rouge, ce sont des cas importés. Donc, on n'avait plus de patients à Wuhan. En mai, on avait eu quelques-uns, moins de 10, là-bas. Quand on fait le séquençage, c'est encore un virus local. Mais là, on n'avait plus rien à Wuhan. On a eu beaucoup de cas importés. Ils sont supprimés. Ce n'est pas au niveau communautaire de transmission locale. Ici, tout ça, c'est Wuhan. Un petit pic, c'est ce qu'on appelle la première vague. Il y a d'autres provinces et Beijing, ici. Taillé. Au total, nous avons 5 avec transmission au niveau communautaire en Chine.
Si vous élargissez, vous allez voir des petits pics. Il y a 5 vagues. Pourquoi? Regardez cet arbre. Ça, c'est le virus dans le cas Thalès. Et ici, vous avez en jaune d'Alien, la souche d'Alien. Et ce sont d'autres souches des épidémies au nord-est. Une deuxième vague ici. Et nous avons Shinfadi et Urumqi. Tous ces virus ont des mutations spéciales. Ils sont différents. Et l'un des souches Heller John, c'est un homme qui avait une femme d'Amérique avec une infection asymptomatique. Le virus est importé des États-Unis. Et ici, on a avec Myanmar, on a la frontière Myanmar, c'est un virus lié au virus du Myanmar et de l'Inde. C'est pour la transmission en Chine. Dose d'infectieuse de transmission. On ne sait pas. On a des fruits de mer qui ont testé positifs pour l'acide nucléique. On ne sait pas. On n'a pas vu de virus vivant, mais on a les gènes. On travaille pour les détecter. Et transmission animale-humain, en janvier, février, j'ai toujours pensé que le virus venait de quelque part. L'hôte qui l'aurait transmis aux êtres humains, peut-être que le virus était dans l'environnement déjà depuis longtemps. Il dormait dans l'environnement. Comme a dit Soumya, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. L'origine du virus, les autres intermédiaires. Le VIH, est-ce que vous savez quel est l'autre intermédiaire? Est-ce que c'est le singe? Est-ce que c'est proche de VIH? Ce sont les différents virus. Voici ma présentation rapide. On peut avoir une discussion maintenant. Merci, Dr. Gao, et tous les détails sur l'épidémie en Chine. Nous allons passer à Marianne Koopman pour sa présentation. Marianne, je ne peux pas partager parce que la présentation de Georges est encore affichée. These are all the new tricks we have to learn now when we Ce sont les trucs que nous devons apprendre maintenant, donc un peu de patience. Nous commençons à voir une grande tendance avec tout ce qui est dit sur la transmission. Ce que j'ai noté, ce que je considère du travail effectué jusqu'à présent, avec des questions clés. D'abord, SARS-CoV-2 a différents modes de transmission, mais voir comment ils fonctionnent et qui sont les facteurs qui contribuent. Et c'est complexe. On a un hôte infecté, un hôte susceptible, différents modes de transmission, les gouttelettes, aérosols. Il y a des questions sur la définition, une liste de facteurs du côté hôte pour savoir comment le virus se comporte avec des gens qui ont des problèmes de santé auparavant. Quelle est la relation entre la gravité des symptômes et la possibilité de transmettre? Des questions de ce genre. Il y a des questions au niveau pour la réception de la personne qui reçoit l'infection. En plus des facteurs personnels, il y a des questions sur le contexte et le comportement et la fragilité de quelqu'un où les gens ont besoin d'un contact plus direct
il peut y avoir un élément animal, on voit davantage de transmission pour les animaux de ferme et les animaux domestiques. Et finalement, il y a une question grandissante sur la diversification du virus qui doit être peut-être pris en contact. Il y a peut-être différences dans la transmissibilité du nuage de virus. Une observation que on voit maintenant fréquemment dans les enquêtes d'épidémie. Pas tout ce qui ressemble à une épidémie est une épidémie. Voici un exemple de notre expérience où il y a eu une messe à l'église et ça a déclenché une grande épidémie dans une maison de retraite pour les personnes âgées avec une grande mortalité et grande taux d'infection. Et c'était lié à la messe de service. Mais lorsqu'on a fait le séquençage de génome, c'était différent. Oui, dans la maison de retraite, il y avait des groupes de cas, des grappes de cas, mais le séquençage a montré qu'il y avait beaucoup de cas sporadiques et il y avait une circulation globale dans la communauté. Donc, cette enquête a conclu que la messe a peut-être déclenché un peu, mais le virus était déjà présent dans l'établissement en raison de cas communautaires. Troisième point que j'aimerais présenter, c'est la question avec les animaux. George Gao vient de mentionner que, et je pense, nous avons une préoccupation ici. Donc, ça, c'est pour voir la transmission de SARS-CoV-2 dans le vison. Ça se passe dans notre pays très souvent et au Danemark et aux États-Unis et peut-être dans d'autres endroits. Et on a vu que si vous utilisez cela également génétiquement, vous voyez qu'il y a plusieurs introductions, 5 introductions différentes et une transmission par la suite efficace entre les fermes de visons. Vous voyez, on voit que les fermes, les signatures de séquençage spécifiques et qui sont retransmises aux personnes en bleu ici. Donc, il y a humains, animaux et humains et cela change le génome. C'est difficile à contrôler et c'est une préoccupation et je pense qu'il faut l'analyser de manière globale et un peu sur comment nous apprenons à être plus intelligents pour faire les tests pour contrôler ou réduire la transmission. Et voici une analyse de tous les différents tests. Et ça, c'est la distribution du virus au moment du diagnostic. Chaque lab peut produire des données similaires, mais il y a beaucoup de gens avec des niveaux de virus très inférieurs et d'autres avec des niveaux très élevés. Il y a beaucoup de discussions dans les médias sociaux sur les faux positifs, des positifs qu'on ne peut pas répliquer. Et c'est à ce niveau-là, en bas à gauche. Donc, quand on coupe cela, on peut les éliminer et retirer le nombre de personnes pour faire le traçage de contact. Ça, c'est quand vous ajoutez les données de ce qu'on sait, de spécification de différents tests antigènes. Comme vous pouvez voir, ils sont un peu différents dans leur sensibilité, combien de virus ils ont besoin pour être positifs. Et en fonction de là où ils sont, vous pouvez décider si vous allez les utiliser ou pas. Mais la question, bien sûr, est qui ces gens-là vont transmettre, ont le plus de capacité pour transmettre l'infection. Donc, si vous
intégré dans l'équation où on peut prendre le virus. Dans deux différentes études, on voyait dans cette image que ces deux tests antigènes prendraient, même s'ils ne sont pas trop sensibles, ils prendraient tout le monde qui sont capables de transmettre la maladie. Donc, ce serait un bon test pour appliquer. Donc, ce sont mes points clés et c'est ce que je voulais partager avec vous. Thank you, Marianne. Merci, Marianne. Cela nous donne beaucoup de choses pour matière à réflexion et pour utiliser les données de séquençage génétique pour répondre à des questions portant sur la transmission. J'aimerais passer maintenant à Anne von Gottberg pour avoir son opinion en Afrique du Sud. Merci pour cette opportunité de partager, de rentrer dans cette conversation. Je vais parler de la transmission surtout de la perspective sud-africaine. En Afrique du Sud, en gauche, vous voyez notre courbe épidémiologique. Notre premier cas a été identifié le 5 mars et nous avons eu un confinement au 26 mars. Vous voyez que le nombre de cas était inférieur, très bas, très faible ici. Et on a levé le confinement, redémarré l'économie. On a eu les plus grands cas, le nombre de cas en juillet. Vous allez voir que le nombre de cas a rebaissé. Et maintenant, on voit des réductions de cas. Donc, on a eu 650 000 cumulativement identifiés en Afrique du Sud et 4 millions de tests effectués au niveau national dans toutes les provinces de notre pays. On regarde, voici l'incidence, le risque d'incidence hebdomadaire. Là, c'est différent pour chaque province, il y a différents types, pics, mais cependant, il y a une réduction à moins de 50 il y a une réduction de transmission et d'autres virus également et d'autres bactéries. On sait également que la distance physique et d'autres interventions non pharmaceutiques sont très difficiles à adopter dans beaucoup de nos communautés. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une transmission non détectée. Quand on regarde les études de séroprévalence à travers le pays, on analyse différents groupes et on regarde les tests. Il y a une grande séroprévalence, surtout là où il y a grande population très dense et déjà la séroconversion est analysée. Donc ça fait peut-être que cela peut être attribué à une immunité de certaines populations. Et nous sous-détectons la transmission qui a lieu dans le pays, même si nous sommes très reconnaissants que les décès et les admissions des hôpitaux sont inférieures. Ça peut changer à l'avenir pour éviter toutes les ressurgences. Nous continuons à recommander les masques et la distance physique. Pour revenir à l'histoire de la propagation aérosol, notre gouvernement et notre ministère de la Santé a parlé de cela et le comité a créé un groupe de travail technique avec des experts de la transmission de tuberculose, Et le résumé était qu'il n'y a pas d'absolu dans la science et la plupart c'est probablement un spectre de modes de transmission, un continuum de ces dimensions de gouttelettes. Ce n'est pas seulement petit et seulement grand. Et nous devons tenir compte des conditions expérimentales comparées au contexte en vie réelle et savoir si les gens crient, ils parlent et la température dans l'air à ce moment-là. Mais surtout, on doit parler des endroits confinés et les intervenants ont déjà mentionné cela. Donc, lorsqu'il y a un contact prolongé et les événements de super transmission,
Donc, la contribution relative de gouttelettes vis-à-vis des aérosols, c'est difficile à déterminer pour SARS-CoV-2 pour maintenant, mais les données sont consistantes que la transmission dans l'air joue un rôle. Recommandations, donc, améliorer la compliance, la conformité, l'équipement de protection personnelle et les mesures de contrôle et de prévention de l'infection. Et donc, il faut, au niveau de la communauté, la distance sociale est difficile à respecter et il faut bien utiliser le masque, c'est très important. Et par exemple, les transports en commun, les taxis est un gros problème, les bars, les salles de gymnastique et les églises. Et à la fois, une meilleure aération est clé pour réduire la transmission. En Afrique du Sud, on essaie de trouver des réponses, une étude sur SARS-CoV-2, influenza et le virus syncytial respiratoire. On voit qu'il y a une prévalence positivité de PCR dans les swabs nasales et pendant une étude après 6 mois, 5% étaient infectés, PCR positif et la séroprévalence est différentielle, mais très important dans ce contexte. Et on espère que les études pourront apporter des réponses. Merci pour la collaboration de mes collègues en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci Anne. C'est une très jolie image finale que vous aviez affichée. On a besoin de quelque chose de positif. Merci de parler de la situation unique, mais je pense que cela s'applique à d'autres contextes en Afrique du Sud où vous avez des installations urbaines bondées. Et en Inde, nous avons la même chose avec 30 ou 40% de séropositivité en Inde. Dans les bidonvilles et des présentations cliniques inférieures, donc beaucoup de questions scientifiques et que vous effectuez ces cohortes et ces études dans les ménages pour comprendre dans les différents contextes. Et on va parler de notre de Carla Suarez, dernier panéliste, qui va parler de la méthodologie et comment l'évidence est revue et on prépare les directives. Carla, à vous la parole. Carla, can you unmute Yeah, yourself? yes. Hello. Hi. Bonjour tout le monde. Merci pour cette magnifique présentation. C'est très intéressant à entendre pour essayer de travailler pour cette cause commune. J'aimerais vous parler brièvement aujourd'hui sur comment à Cochrane, nous travaillons pour générer les preuves. Et je n'ai pas de divulgation financière. Je suis une employée à temps plein de Cochrane et je veux plutôt parler des preuves dans le contexte de la santé publique pour réduire la transmission. Cochrane est une organisation à but lucratif et la mission de Cochrane est de promouvoir, de générer des études de haute qualité pour améliorer les prises de décision. Donc, on a fait un effort pour travailler ensemble avec notre réseau d'experts de contenu et de méthodologie et de créer un environnement, travailler avec nos partenaires et soutenir des développements tels que les organisations d'OMS pour créer des revenus systématiques. D'abord, on essaie d'écrire un protocole qui est publié, qui établit les questions importantes et quelles sont les populations qu'on veut discuter et les méthodes standards qu'on va utiliser. Mais le processus est
d'évaluer les études et de les résumer avec une analyse statistique lorsque c'est nécessaire. Nous sommes très stricts pour les conflits d'intérêts, surtout pour les conflits d'intérêts financiers. Donc, tous nos éditeurs ne peuvent pas avoir de conflit d'intérêts. Et autre chose que nous mettons en place pour répondre aux besoins se rapportant à la pandémie COVID-19, c'est d'accélérer notre processus éditorial. Donc, vous voyez des exemples, mais on savait que les preuves s'accumulaient, qu'il y avait beaucoup de recherches effectuées. Donc, on avait besoin de créer un mécanisme pour avoir une bonne assurance qualité, identifier les méthodes pour leur donner, les évaluer et que ces revues soient actualisées et disponibles. Il y a des milliers d'essais randomisés publiés et qui sont menés actuellement, mais nous avons 10 à 15% d'entre eux qui sont publiés en réalité. Donc, ces informations vont continuer à nous parvenir et vous devez avoir une bonne méthode, un standard pour résumer et vous donner la meilleure preuve que vous pouvez utiliser pour la prise de décision. Voici des exemples des revues que nous avons publiées au cours des 2 mois. Ce sont des mesures de santé publique visant à ralentir la propagation de COVID-19, le dépistage universel de SARS-CoV-2, et la quarantaine ou la combinaison avec d'autres mesures de santé publique, le traçage de contacts numériques, les technologies à l'épidémie et des mesures de contrôle de voyage. Parce qu'on savait que c'était important. On a publié une autre revue pour voir les barrières par rapport au travail de la santé pour le contrôle de l'infection. Donc, voici les 4 exemples, ou plus que nous avons publiés dans la bibliothèque Cochrane. Donc, pour vous donner un peu les dernières revues qu'on a publiées cette semaine. Donc, le dépistage universel, la plupart pour le moment, ce sont des dépistages ponctuels de personnes en bonne santé et ils vont rater les personnes infectées. La mise en place d'une quarantaine dès le début d'une épidémie a été mise en jour cette semaine et il montre les résultats de 51 études et la quarantaine en combinaison avec d'autres mesures de santé publique peut ralentir la propagation de COVID. La même chose pour le contrôle des voyages. Il y a donc sur l'évolution des maladies infectieuses et les technologies numériques de recherche des contacts n'ont pas encore fait leurs preuves dans le monde réel et ne peuvent être utilisées comme seule méthode. C'est mieux d'utiliser d'autres méthodes. Mais il y a beaucoup d'autres défis pour les décideurs politiques en termes de preuves. On voit encore que la majorité des études et les mesures sont des modèles mathématiques. Cela veut dire que on tient compte d'hypothèses et en fonction des hypothèses, ils soutiennent les preuves. Mais on a encore besoin d'observations, de cohortes, d'études dans l'avenir pour identifier comment ces mesures fonctionnent dans la vie réelle. Entre-temps, bien sûr, il faudra prendre des décisions si vous êtes des preneurs de décisions, mais ces décisions doivent être basées sur votre contexte, votre environnement. L'une des choses qu'on a identifiées dans la documentation, c'est de comprendre que la combinaison de mesures peut être mieux pour réduire le nombre de cas et de décès, malheureusement. Une chose qui nous manque aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on n'a pas assez de preuves dans beaucoup de domaines, mais surtout pour le préjudice économique et social. Et comme je mentionnais auparavant, cette preuve est en rapide évolution. Donc, c'est très important de penser sur l'applicabilité dans différents contextes. Et à Cochrane, on va garder des revues
une actualisation rapide des données. Merci, Carla, pour mettre en exergue l'analyse des preuves avant de prendre des décisions et évaluer les différentes méthodes et voir ce qui est plus efficace au niveau économique et à mettre en œuvre. Je vais passer le micro à Sanjeev et à Matt pour passer à la question-réponse. Nous sommes à la fin de la présentation et tous les panélistes, je pense, c'est vraiment beaucoup d'informations et le public ont des questions et des doutes qu'ils aimeraient partager. Très bien, docteur Swaminathan, et à tous nos panélistes pour partager votre expertise aujourd'hui. Donc, la première question, c'est une question en direct de JP McManaman. Quelles sont les projectives les plus optimistes pour l'acquisition de l'immunité communautaire? Et est-ce que les cas de l'Afrique du Sud peut donner une lumière un peu sur les conditions de transmission? Marianne, est-ce que vous voulez prendre cela? Ah, c'est une question difficile. Les estimations actuelles, c'est 70%. Ça, c'est un peu baissé avec l'observation qu'il y a un élément d'immunité transversale avec des expositions. Mais je ne dirais pas qu'on n'a pas vraiment de preuves pour dire que c'est bien plus inférieur que 65% au moins. La grande question qui demeure est que quel est le rôle de l'immunité précédente? Comment ce serait sans aucune de ces anticorps réactifs de manière transversale et ces cellules T? Mais je ne crois pas qu'on peut dire quoi que ce soit là-dessus. L'exemple d'Afrique du Sud et l'Inde, c'est intriguant un peu. Pourquoi est-ce que la pyramide de la maladie semble être différente? Est-ce qu'il y a un autre facteur d'immunité dans votre contexte? Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Je suis d'accord et j'ajouterais deux choses. Un, qu'on ne devrait pas de penser que l'immunité de groupe va se passer tout seul parce que c'est dans des populations denses urbaines, mais en Inde, dans l'épidémiologie, on montrait que dans les zones rurales, le taux de prévalence est de 1 à 2% et c'est vrai dans d'autres pays. Donc, attention, ne tombez pas dans ce piège qu'on a déjà atteint l'immunité de communauté. On sait que 70% de la population est encore susceptible et que ça va infecter les autres personnes. Et on devrait parler de la communauté, de l'immunité communautaire seulement dans le terme de vaccin. Sinon, beaucoup de gens vont mourir. Et on ne sait pas quel est le seuil, le cut-off, la coupure, les créateurs, le pourcentage de la population pour la rougeole, il faut plus de 95% de couverture avec le vaccin pour que la population ait des anticorps. Donc, on pense qu'il faut avoir quelque part entre 50 et 85%. La question de l'immunité avec des anticorps immunisants, on va apprendre beaucoup. Beaucoup d'études seront effectuées pour le moment. Donc, à vous, docteur Aurora. Puisqu'on entend parler
qu'il y a 40 à 5% des gens qui ont des anticorps, etc. Quelle est la compréhension la plus récente du pourcentage de patients qui sont asymptomatiques? Cela indiquerait que ce nombre est bien plus supérieur. Vous avez parlé de la différence entre l'Inde et les États-Unis. Quelle est l'estimation la plus récente de ce chiffre dans l'hémisphère nord? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Peut-être que Anne peut en parler. Donc, la communauté de groupe en Afrique du Sud, on a une situation très inégale, des gens qui vivent de manière très différente dans différentes communautés. On ne peut pas parler d'immunité communautaire. Donc, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire la protection du groupe. C'est dans l'étude, quand on parle de la transmission dans le foyer, toutes les personnes qu'on a testées qui étaient positives PCR, 90% étaient asymptomatiques. Ne cherchaient pas de soins. Ils ne sont pas allés à l'hôpital. Ils ne sont pas testés. Donc, je pense qu'on ne sait pas quelle est la transmission asymptomatique a eu lieu. On n'a aucune donnée là-dessus. Est-ce que je peux donner une observation dans nos pays? Dans nos études, il y a eu un avertissement. On a eu des situations où on a fait du balayage, de détection des travailleurs de la santé dans un contexte d'épidémie. Ça a indiqué qu'ils n'avaient pas de symptômes, mais quand les résultats sont venus, et on a été interviewé en détail. Oh, mais j'ai ça ici, ce symptôme. Je n'ai pas pensé que c'était COVID. Donc, il faut arriver au cœur. Est-ce que c'est asymptomatique ou bien très légèrement symptomatique? Dans nos études, c'est très difficile de déterminer la différence. Dr. Butler, est-ce que Dr. Butler est encore là? Je crois qu'il est parti. George, quelle est la proportion? On a très peu d'infections en Chine en fonction. C'est très difficile de comparer d'un pays à l'autre parce que les politiques et les stratégies sont différentes. La disponibilité du test diagnostic est différente. Dans la majorité des pays, vous ne testez que les personnes symptomatiques. Mais le traçage de contact est très bon. Vous allez prendre davantage de personnes asymptomatiques qui sont infectées. Georges, vous voulez ajouter quelque chose? Parce que c'est spécial en Chine. On a fait le confinement toute la Chine. On n'a pas beaucoup de cas positifs aux anticorps. On a terminé le travail de sériologie récemment. Moins de 90 000 personnes. Sur 100 millions à Wuhan. Donc, c'est des nombres très faibles d'infections asymptomatiques. C'est supérieur, bien entendu, que ce qu'on a rapporté. On a terminé les données récemment. On fait encore les analyses, on va rapporter cela bientôt, mais c'est similaire à ce que vous avez trouvé dans d'autres pays. Tout le monde. Peut-être 5 ou 6 asymptomatiques à Wuhan, à Beijing, dans d'autres pays. En Chine, le confinement, ça a très bien marché. La capitale, vous avez des cas, très peu de nombre. Donc, on a contenu la première vague. On n'a pas vraiment d'immunité communautaire par rapport au... On ne peut pas prévoir quoi que ce soit. On n'a pas de données. On n'a pas d'expérience sur le coronavirus. C'est la première pandémie ou la première épidémie de coronavirus. Il n'y en a pas d'autres. Il y a on ne connaît pas l'immunité.
la réponse immunitaire humaine pour les coronavirus. On ne peut pas prévoir l'avenir, presser le tête et donner le chiffre. Comme ça, on ne peut pas prévoir. Et 50%. Et 90%. Comme la rougeole ou d'autres virus, on connaît déjà les chiffres. Il faut faire très attention. On ne veut pas prévoir comme ça. On veut être scientifique. On va attendre. Dans cette discussion, on peut aborder pour trouver les faits réels, mais il faut attendre. Merci. Prochaine diapositive est de Sean Feng-Chi. Vous pouvez parler du commentaire des rapports de cas sur la réinfection pour la transmission. Donc, les réinfections. Je peux commencer et quelqu'un d'autre peut intervenir également. Donc, on a plusieurs cas de réinfection, ça augmente. Il y a des rapports qui viennent d'autres pays maintenant. On regarde cela de manière très active. On doit mettre en perspective les choses. On vient d'avoir 30 millions de cas. Et les réinfections sont seulement des chiffres à des nombres à 2 chiffres. Donc, on va voir l'immunité qui s'est développée après la première infection, mais on doit regarder la méthodologie des études. On sait que l'ARN, le RNA peuvent persister. Si c'est le PCR, il faut faire attention comment on a besoin on analyse, on a besoin du séquençage génétique pour s'assurer qu'il s'agit véritablement d'une réinfection et pas seulement la persistance de l'infection originale. C'est important. Il y a des implications pour l'immunité protective, pour les vaccins. Et encore une fois, des autres coronavirus, MERS et SARS-1, on sait que la protection est de 1 à 2 ans. Mais dans certains cas, on a vu des réinfections dans 2 mois, 4 mois. Donc, c'est un domaine en évolution. On doit garder l'œil dessus. Marianne, est-ce que vous voulez commenter? Oui, il faut souligner l'importance de faire la sérologie pour le cas pour le premier et le deuxième épisode et le séquençage. Je pense qu'il y a des preuves avec le séquençage de quelques cas, mais aucun, y compris un qu'on a rapporté, l'immuno-essai des personnes n'ont pas été testées pour le développement d'anticorps. Donc, on ne sait pas, même avec les cas qu'on a maintenant, si les premiers épisodes, c'était des gens qui n'avaient pas une bonne réponse immunitaire. On voit une grande variation de la réponse pour les gens qui ont des niveaux de maladie très variés. On doit mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau. Il y a 2 questions d'Afrique, un de Lusaka et Zambie et Kane de Dakar. Une question est triste. Quel conseil vous donnerez à une famille qui perd une mère et qui doit s'occuper d'un bébé? Quel est l'impact en Afrique de cette pandémie? Comment mieux contrôler cette pandémie pour l'Afrique? Samia? Soumia? Donc la question sur le bébé, c'est très triste. Et ça nous rappelle qu'on voit des gens
qui sont jeunes, sans comorbidité préexistante, qui meurent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'affecte que les plus âgés ou les gens qui ont des maladies sous-jacentes, mais ça peut également être très grave pour les personnes plus jeunes. Pour un nourrisson qui a perdu sa mère en Afrique, en Asie, il n'y a plus de lait maternel. Il y a un soutien de la famille dans sa culture. J'espère que l'enfant, c'est important, pas seulement au niveau physique et nutritionnel, mais également pour le lien, établir un lien maternel et le développement cognitif de l'enfant. Je ne pense pas qu'il y a de précautions spécifiques. L'infection congénitale est extrêmement rare. Rien de documenté là-dessus. En fonction, si l'enfant avait une transmission congénitale ou très peu de transmission, l'enfant aurait des symptômes très rapidement. Mais peut-être que probablement l'enfant sera sain et d'autres personnes peuvent s'en occuper. Il faut éviter la discrimination dans ce cas. Il ne faut pas ajouter cela en plus pour ce petit bébé qui a déjà assez de problèmes. Par rapport à l'Afrique, je ne pense pas que nous avons une boule magique, mais il y a beaucoup de questions au sujet de... Les gens avaient dit qu'il y aurait des épidémies explosives et que les choses seraient très graves. Ça ne s'est pas produit en Afrique jusqu'à présent, mais ce virus peut continuer. La transmission peut continuer dans la communauté où ce n'est pas si évident. Et lorsque ça arrive à un niveau spécifique, ça devient... Et il y a des gens qui deviennent plus de gens qui sont malades et qui vont à l'hôpital. Donc, il faut surveiller, renforcer nos capacités de testing, de tests et renforcer le système de santé, mais c'est vraiment très difficile dans certains contextes. Anne, vous voulez ajouter quelque chose de la perspective de l'Afrique? Oui. Et de notre perspective, les difficultés économiques après les confinements et les restrictions qui ont été mises en œuvre vont être ressenties pendant très longtemps. Peut-être qu'on n'a pas vu autant en raison de la gravité de la pandémie. Et comme vous avez dit, on doit attendre un peu, mais on va voir les retombées économiques très fortes en Afrique. Merci, très important. Et je vais ajouter l'impact sur d'autres maladies également. On a vu des perturbations dans les services essentiels qui ont impacté la malaria, la tuberculose, VIH, les services de vaccination. Un sondage de l'OMS a montré que 90% qui ont répondu au sondage ont dit qu'il y avait de grandes disruptions, des perturbations dans ces services, y compris les maladies non transmissibles, le cancer, la santé mentale. Et l'impact de cette perturbation, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu auparavant. Peut-être dans les jours et les mois à venir, nous devrons renforcer les systèmes de santé pour répondre à cette difficulté. Il y a une grande réduction de la détection de cas de tuberculose. Ce n'est pas que les cas ont disparu, mais les gens ne viennent plus pour le traitement et le diagnostic. Donc, les systèmes de santé doivent gérer COVID et continuer à fournir des services pour tous les problèmes de santé qui n'ont pas disparu. Merci. Pour terminer, c'est Matt. Pour conclure la session d'aujourd'hui, on va remercier à tous les panélistes et Dr Soumya Swaminathan pour nous permettre de comprendre comment COVID-19 est transmis en fonction des preuves. Merci à tout le réseau pour avoir participé à la session, pour la collaboration d'apprentissage COVID-19. La prochaine session sera menée par Dr Swaminathan et des panélistes internationaux aura lieu lundi 22 novembre et nous allons discuter sur la gestion clinique de COVID-19
et il y aura un lien dans le chat. Donc, inscrivez-vous pour cette session en novembre. Ce sera la même heure. Et certains nous rejoignent pour les conversations globales. Et la prochaine conversation est lundi prochain, le 21 septembre. Et il y aura un lien dans le chat également. On aura des panélistes internationaux qui vont parler des soins pour les personnes du cancer. Et c'est pendant cette pandémie également. Dans le chat, vous trouverez un lien pour obtenir votre CME et CEU et compléter votre sondage pour nous donner de retour d'information. Et regardez également les annonces d'email et notre site web qui sera affiché dans le chat, les conversations globales et le site de collaboration pour des mises à jour. Merci pour votre intérêt dans la programmation d'écho sur COVID-19 et on espère vous voir bien lundi 21. Et merci à tous pour les panélistes et à vous, Matt et Sanjeev. Merci, Dr. Swaminathan. Merci. Au revoir. Bye-bye, everyone.